Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Donc on est dans la série Gathering Storm. Donc si c'est la première vidéo que vous regardez de la série, je vous invite vraiment quand même à regarder la playlist. Je vous ai fait une playlist spéciale Gathering Storm. Donc vous avez toute une série de vidéos avec l'intro, la présentation de l'univers, etc. Et puis au fur et à mesure que les vidéos sortent. Je vous rappelle aussi que si vous me suivez sur Tipeee, c'est un très bon choix. Moi ça me permet de continuer à vous faire des vidéos. Et puis surtout vous avez les vidéos en avance et les vidéos aussi sans publicité et aussi en version podcast. Voilà, ces trois avantages-là, c'est ce que je donne en contrepartie aux gens qui me soutiennent et qui me permettent de continuer à faire ces vidéos. Alors, on revient à l'histoire. Je vais vous dire une bonne chose, quand j'ai relu ces passages-là, je me suis vraiment rappelé pourquoi j'adorais Gathering Storm et pourquoi c'est vraiment super. Il y a des passages que j'avais occultés depuis le temps que je les avais lus, mais vraiment, je veux dire, cette partie-là, elle est assez sympa et j'ai même hésité pas mal de temps sur quelle miniature j'allais mettre parce qu'il y a quand même deux ou trois aspects qui sont quand même assez sympathiques et voilà, je me disais ce côté-là, vous verrez, j'ai fait le choix. Moi-même encore à l'heure actuelle, je suis pas sûr de ce que j'ai choisi, je pense que j'ai quand même une idée, mais vraiment, c'est super. Autre chose, je tiens à le dire là, c'est que on a une narration qui est, on va dire, un peu historique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du micro-combat, on n'est pas sur du roman avec, on va détailler pendant une demi-heure un combat. C'est-à-dire que là, il y a déjà des affrontements. Dans ces affrontements-là, on ne va pas avoir tout un paragraphe sur il para le coup de hache avec grâce à son armature la protection se fissura mais il trouva en lui l'énergie de et blablabla quelque chose qui est très long et quelque chose qui au final fait pas vraiment avancer l'histoire, c'est juste un combat. Honnêtement là on n'est vraiment pas dans ça, donc il y a peut-être d'autres passages après qui détailleront plus certains combats mais uniquement les combats importants. Et là je peux vous dire qu'en quelques pages l'histoire elle avance à mort, il y a énormément de trucs qui sont donnés comme information et c'est vraiment des choses qui avancent avec une résolution. On n'est pas dans qu'est-ce qui va se passer, on reste pas dans l'expectative, c'est vraiment les choses se passent des choses et c'est vraiment top. Moi j'adore ce côté-là et comme je vous ai dit, les récits de combat, je trouve que ça a plus sa place dans un roman quand vraiment il y a des pages à remplir et puis bon voilà, qu'on a envie pendant 4 pages de savoir qui va gagner entre le personnage A et le personnage B. Là, on va directement à l'essentiel et ça, c'est vraiment top. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par une présentation de Belisarius Cawl. C'est la première fois qu'on entend parler de Belisarius Cawl. C'est un personnage maintenant emblématique, bien sûr, maintenant que vous êtes en 2024. Je sais pas comment vous regardez la vidéo, hein, mais moi je l'ai fait en 2024. Belisarius Cawl, tout le monde connaît. Là, à l'époque, c'est la première fois qu'on en entend parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va nous présenter déjà le théâtre de sa première apparition dans le lore de Warhammer 40 000. Belisarius Cawl, on dit que c'est un archimagos qui travaille depuis 10 000 ans, déjà c'est pas mal, hein, sur Mars, et que là, il a décidé de repartir parce que sa soif de décor archéotechnologique, hein, vous le savez, le but du Mechanicus, c'est pas forcément de développer les technologies, mais plutôt au contraire, tel des archéologues, de retrouver les technologies perdues de l'Imperium pour pouvoir les réutiliser, se les réapproprier. Eh bien, cette soif-là, elle est revenue aux lèvres de Belisarius. Alors peut-être qu'il a terminé son projet secret. On dit qu'il travaille sur un projet depuis plus de 10 000 ans, qui est l'œuvre majeure de sa vie, et que, au bout de 10 000 ans, l'attrait des conquêtes, c'est pas des conquêtes, mais des recherches archéotechnologiques, lui est revenu. On nous parle de la planète Eriat 6. Alors Eriat 6, elle a une histoire qui est assez faible, donc elle est au bord d'un système qui n'a pas vraiment de grosses ressources, donc pas très intéressant. Stratégiquement parlant, c'est une zone secondaire, on peut totalement s'en passer. Donc simplement l'Imperium, à un moment donné, y a établi une base d'entraînement, tout simplement. Ensuite, lors de la 4e croisade noire, Abaddon est arrivé sur ce monde, l'a bombardé, la résistance était juste formelle, elle s'est fait évidemment balayer par la croisade d'Abaddon, et puis l'Imperium a décidé que ça ne valait pas le coup de renforcer les défenses ou de retourner sur ce monde-là. Ce monde a été abandonné. Malgré tout, il y a un vaisseau qui a été obligé de ressortir du warp alors qu'il allait dans une autre zone et il est apparu au-dessus d'Eriad 6, ou en tout cas dans ce système-là. Et quand le commandant s'embêtait un petit peu, le temps que les réparations et le temps que la tempête warp qu'il avait fait sortir se calme, franchement, ça c'est
ça a l'air de rien, mais je vais revenir juste après, qu'il attendait que la tempête se calme, eh bien, il a étudié tout simplement les planètes, et il a découvert qu'une planète était un ancien site d'entraînement de l'Imperium, et qu'elle avait été bombardée, et que le bombardement avait fait ressurgir quelques artefacts archéotechnologiques. Donc, il a cherché à les étudier, mais ce qui s'est passé, c'est que quand il a trouvé un peu qu'il y avait ces éléments-là, eh bien, la tempête s'est calmée, incroyable, et que il n'avait pas le temps, il n'était pas là pour ça, donc il devait continuer à se rendre sur un théâtre de guerre, et qu'il a continué son avancée, il a replongé dans le warp, non sans envoyer quelques messages justement au culte Mechanicus pour leur dire, eh bien sur cette planète-là, j'ai découvert des artefacts archéotechnologiques. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller pousser plus loin les fouilles, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les prêtres du Mechanicus. Et cette requête a justement été entendue par Belisarius Cawl. Alors, Belisarius Cawl revient sur ce monde-là, et il revient avec son arc Mechanicus. C'est vraiment un vaisseau immense. C'est un peu ce que peut faire de mieux l'Adeptus Mechanicus en termes de vaisseau spatial, les Arches Mechanicum. On en a déjà entendu parler, on en avait entendu parler pas mal dans le roman... dans un des romans qui s'appelait Les prêtres de Mars, Les dieux de Mars, etc., qui était vraiment très sympa, où là on en avait une. C'est quelque chose qui est vraiment... Il faut imaginer ça comme vraiment le summum de la technologie et les choses les plus précieuses qu'il puisse y avoir au sein du Mechanicum. Et on nous dit aussi une chose, c'est que Belisarius Cawl transporte dans les soutes de son arche une œuvre majeure. Alors, on ne sait pas ce que c'est encore, mais en tout cas, il a cet artefact, ou cette œuvre, en fait, qui dort en orbite. Donc, il arrive sur cette planète-là, et puis il commence à fouiller. Et puis, au fur et à mesure de ses fouilles, il va découvrir justement des trésors d'archéotechnologie. On ne dit pas exactement ce que c'est, on dit simplement que, pour l'instant, comme il gratte simplement à la surface, eh bien, c'est difficile d'identifier les fonctions de ces artefacts. Par contre, il est sûr qu'il est sur le point de faire une découverte majeure. Donc, il va continuer à faire ses fouilles, mais il va bientôt être rejoint par une flotte orque. En effet, sa translation dans le warp sur ce monde-là a été détectée par une force d'orques, et les orques ont vu passer cet énorme vaisseau, l'Arche Mechanicum, et ils se sont dit, évidemment, un attrait technologique, ils se sont dit, tiens, ça va faire un gros vaisseau capital, on va essayer de le capturer, tout simplement. Alors, l'orque qui s'est dit ça, c'est le Big Mech Gangrek. Donc, il a bien sûr cette volonté de réquisitionner les forces du Mechanicum, mais malheureusement, eh bien, ses ambitions sont bien plus grosses que ses capacités, et surtout, il affronte Belisarius Cawl. Belisarius Cawl, c'est vraiment un des personnages les plus emblématiques du Mechanicus, c'est donc une force, sa force d'exploration, sa force d'acquisition, c'est comme ça qu'on appelle les forces les regroupements, les croisades du Mechanicus qui sont là pour justement acquérir des anciens artefacts technologiques, eh bien, est colossal, et bien sûr, le Big Mech va se faire complètement détruire. Donc le combat est très rapide, les forces du Mechanicum sont bien supérieures à celles des orques, et dans un dernier éclair de lucidité, Big Mech Gangrek se téléporte à la surface de la planète pour ne pas mourir tout simplement dans l'explosion de son vaisseau. Alors, tous les orques en orbite ont été détruits, donc maintenant, eh bien, Belisarius Cawl peut se reconcentrer sur ses fouilles, parce qu'il se dit que la menace orque était complètement annihilée. Maintenant, quand on connaît les orques, on les apprécie pour ça, ils peuvent, à partir simplement de quelques individus, reconstruire toute une technologie et protéger en fait par les tempêtes. Il y a des tempêtes en fait de sable, etc. On imagine une planète un petit peu à la Dune, où en fait il y a beaucoup de sable, beaucoup de choses qui peuvent cacher en fait. Eh bien, le Mechanicum ne va pas découvrir que les orques sont en train de se renforcer. Et au fur et à mesure, ils vont réussir à se multiplier, malgré les radiations, malgré toutes les problèmes environnementaux. On peut demander d'ailleurs ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils vont manger. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça mange un orque. Je ne sais pas, d'autres orques, peut-être des Gretchen. Bon, peu importe. En tout cas, l'écologie, l'écosystème orque est suffisamment résistant, peut-être même des plus résistants, je pense, pour se développer sur une planète complètement aride. Au fur et à mesure, ils vont tenter des embuscades de Mechanicus. Alors le Mechanicus pense que simplement quelques poches de résistance, donc on envoie un petit peu de cataphrons, un petit peu de Skitarii, etc. Mais à chaque fois, eh bien, ce n'est que des défaites. Alors que la victoire avait été totale et parfaitement orchestrée dans l'atmosphère, en orbite, contre les vaisseaux spatiaux, eh bien, sur Terre, par contre, c'est complètement différent. Et eh bien, chaque petite escarmouche va renforcer les orques et faire diminuer les forces du Mechanicus. Donc, à un moment donné, Belisarius Cawl prend conscience que, eh bien, il faut peut-être
un peu plus s'occuper encore de cette menace-là. Donc il envoie vraiment des forces plus importantes, mais c'est souvent des pièges et à chaque fois il tombe dans tous les panneaux que peuvent tendre les orques. Parce qu'en fait, il y a une particularité, c'est que Gangrek est complètement indevinable. Alors ça, c'est un mot qui n'existe pas, mais on ne peut pas anticiper ses actions. Je voyais un mot qui existe, hein, c'est sûr. Inanticipable, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on ne peut pas deviner ses actions, et au contraire, c'est la force du Mechanicus, c'est d'essayer d'analyser son adversaire et de déduire sa prochaine action. Donc là, on est dans la contre-performance totale du Mechanicus qui ne peut pas anticiper quelque chose que lui-même, parce que Gangrek lui-même n'imagine pas ce qu'il va faire. Donc comme il improvise tout, eh bien c'est très difficile de lutter contre. Donc Belisarius Cawl, évidemment, se dit que le danger est de plus en plus présent et que malgré tout, malgré les artefacts qu'il est en train de déterrer, il sent qu'il est sur le point de découvrir vraiment quelque chose de primordial. Il ne peut pas risquer son trésor, qui est dans l'Arche Mechanicum, pour simplement quelques trésors, et que les trésors peuvent attendre encore des milliers d'années, alors que son trésor, l'œuvre de sa vie qui est en orbite, eh bien, doit être sa priorité. Donc, il va malgré tout eh bien, tenter une dernière fouille, donc il va creuser dans une des dernières galeries, une des plus profondes, et puis, bah voilà, encore une fois, il sent qu'il est très très proche, hein. Il se dit peut-être qu'il n'y a que quelques heures qui me séparent de cette découverte majeure, mais bon, faut rester froid et calculateur. Ma priorité, c'est l'Arche Mechanicum, on va la protéger. Et alors qu'il est sur le point de s'en aller de cette galerie, avec les quelques babioles, on imagine qu'il a pu récupérer, eh bien, il voit comme ça une présence autour de lui, et il sent qu'il n'est pas tout seul. Alors, il ne voit rien, mais il sent qu'il n'est pas tout seul, et il demande, il y a quelqu'un ? Et là, hop, une forme apparaît devant lui, une forme féminine, une forme Eldari, et il reconnaît un Shadowseer, une Shadowseer qui s'approche de lui. Il dit, bah alors, Belisarius, tu ne me reconnais pas? Et au final, en analysant un peu la structure, eh bien, alors, quelque chose qui est très important sur Belisarius Cawl, c'est qu'il a une mémoire colossale, mais qui n'est pas directement accessible. Ça, on l'a appris à travers beaucoup de romans qui sont sortis après, beaucoup de publications. En fait, Belisarius Cawl a perdu la mémoire à plusieurs reprises et il n'a que des fragments de connaissances de ce qu'il a vécu. Donc, toutes ces connaissances sont quelque part en lui, mais il n'y a pas accès directement. Malgré tout, eh bien, il y a quelques connexions qui viennent se faire et il va reconnaître Marchemonde. Marchemonde, c'est le nom, bien sûr, que l'Imperium donne à cet Eldaris, Shadowseer, et il se souvient l'avoir déjà vu chez lui, sur Mars, au sein de sa forteresse, au sein de son laboratoire, alors qu'il était en train de faire, encore une fois, l'œuvre de sa vie. Et Marchemonde l'a convaincu qu'il fallait partir dans les étoiles et aller livrer son œuvre. Donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais en tout cas, eh bien, il se rappelle d'elle et elle lui dit, mais on a conclu un pacte, et ce pacte, il est temps justement de le faire évoluer. Alors Belisarius se dit, oui, mais c'est un pacte d'il y a bien longtemps, donc pourquoi je devrais continuer? Et puis elle lui dit simplement, mais tu n'as pas le choix. Alors c'est dit de façon beaucoup plus poétique, hein, pour les Eldari évidemment, mais elle lui dit, tu n'as pas le choix, c'est soit tu évolues et la galaxie évolue et tu dois suivre en fait ce que le destin plus ou moins te dicte de faire, ou tu vas simplement mourir. Voilà, et puis elle disparaît et Belisarius Cawl se dit, bon, très bien, je pense qu'il faut que je continue à creuser. Allez, je vous lis quand même la phrase assez poétique. Le tempo du destin a changé. Les danseurs doivent apprendre sa nouvelle note ou chuter mortellement. Donc vous voyez toujours cette comparaison, hein, c'est normal pour les Arlequins, etc. Donc voilà, ça c'est la première partie de ce chapitre, assez intéressant parce que on nous présente en fait Belisarius Cawl. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que sans doute quand on le voit là, on a juste affaire à un prêtre du Mechanicus assez classique. On n'a pas le sentiment de la puissance, hein, qui émane de lui. On ne sait pas encore quel impact il va avoir dans Warhammer 40 000, mais en tout cas, on sait qu'il a été approché par les Eldar, en tout cas, et que ça l'a motivé à sortir de sa tanière, alors que ça faisait plus de 10 000 ans qu'il n'était pas sorti. Donc c'est dire si c'est important. Alors pour ceux qui se demandent, hein, ce qui est devenu Gangrek, eh bien tout simplement, Belisarius s'est dit, bon là, ça suffit, il faut que je prenne les choses en main. Donc il y a une seule constante avec les attaques des orques, c'est qu'ils attaquent à chaque fois pour récupérer du matériel. Eh bien on va leur tendre une embuscade. Donc il a fait atterrir un gros porteur avec beaucoup de matériel, un petit peu hors de protection, donc forcément les orques ont été attirés
tirer. Et dans les soutes du grand transporteur, il n'y avait pas de matériel, mais il y avait toute la force du Mechanicum. Donc au final, eh bien, dans un duel. Alors, mais vous voyez, là, c'est ça, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure en préambule de la vidéo, c'est que on dit simplement que Gangrel s'est fait annihiler par l'annihilateur solaire de Belisarius Cawl ou l'atomiseur solaire. Mais vous voyez, c'est juste décrit comme ça. On n'a pas 40 pages pour dire qu'il y a eu un combat, etc., il s'est réfugié, etc. Et je trouve que c'est ce qui fait la richesse, en fait, c'est qu'on a vraiment comme une sorte de livre historique. Vous voyez, quand vous lisez, un livre historique sur ce qui s'est vraiment passé dans le monde, on ne va pas vous décrire pendant une demi-heure un combat, parce que peut-être on ne peut pas, ou peut-être on n'a pas les informations, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment qui a gagné, ce que ça a impacté dans l'univers, et moi, je pense que c'est vraiment ce qui donne le charme de ce roman-là. C'est qu'on n'a pas besoin, en fait, de tous ces effets spéciaux. Vous savez, c'est un petit peu comme les films au cinéma, où il y a certains films, un grand renfort d'effets spéciaux. Alors, ça envoie dans tous les sens, il y a de la lumière et tout. Il y a des images de synthèse, beaucoup de figurants, etc. Mais le fond est un petit peu creux, en fait, et on compte vraiment là-dessus. Et là, c'est tout le contraire. Là, on arrive à faire une œuvre majeure, celle qui est vraiment, je vous l'ai dit, hein, même pour beaucoup, l'œuvre emblématique de Warhammer 40 000 sur les campagnes narratives, et sans avoir recours à tous ces effets spéciaux du style gros combat, etc. Alors on va continuer avec la présentation de certains personnages, et un personnage que moi j'admire particulièrement, un de mes personnages préférés de l'univers de Warhammer 40 000, et un personnage surtout où on ne s'attend pas à le trouver ici présentement, c'est Trazyn l'Infini, le collectionneur de Solemnas. Donc c'est un Nécron, Seigneur Nécron, et il est là justement, bon voilà, on décrit un petit peu ce qui se passe. Donc il a une collection. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Trazyn l'Infini, c'est bien dommage parce que c'est un personnage super intéressant, mais il faut l'imaginer tel le collectionneur dans Marvel, c'est-à-dire qu'il va aux quatre coins de la galaxie récupérer des artefacts, des personnes, des lieux, et puis il les ramène sur Solemnas, et puis dans ces galeries d'éternité, dans des champs de stase, il fait une sorte de musée pour sa gloire personnelle. Alors je vous dis gloire personnelle, mais bien sûr le but c'est de préserver les richesses de la galaxie pour Trazyn. Donc dans la collection de Trazyn, il y a un artefact qui s'appelle la cloche de Saint Geralt. Je suis très mauvais en prononciation, Gerstal, non je sais pas comment ça se prononce encore une fois, pardon. Donc la cloche de Saint Gerstol, on va dire, et cette cloche est dans un champ de stase. Un champ de stase, c'est vraiment quelque chose qui immunise les objets au déroulement du temps. Ils sont un petit peu en dehors du temps, justement, des événements de la galaxie. Donc là encore, on peut se demander, mais pourquoi ils restent en place alors après ça bouge, hein, vous vous rappelez peut-être des vidéos où j'avais dit ça sur les champs de stase. Toujours est-il que, eh bien, cette cloche se met à sonner. C'est impossible parce que dans un champ de stase, malgré tout, sans qu'on sache pourquoi, elle se met à sonner. Et la première note va détruire plus ou moins tout ce qui est autour d'elle. Donc ça va déverser en fait des sortes de fluides réfrigérants, ça va abîmer toutes les machines qui sont là en train de préserver les autres artefacts. Imaginez, hein, vous avez une sorte de musée où tout d'un coup vous avez un artefact qui s'anime et qui détruit tout ce qui est un petit peu autour. Donc c'est tragique parce qu'on perd des choses incroyables, des choses qui n'existaient plus dans la galaxie, qui était le dernier exemplaire. Donc on nous dit une sculpture de sable, par exemple, d'un monde oublié, qui était le dernier exemplaire. Donc on peut imaginer qu'il y avait un château de sable incroyable avec un pâté de sable. C'est le dernier de la galaxie. Donc là, il vient de disparaître. Deuxième son de cloche, et bien là, ça va attaquer vraiment tout ce qui est le champ de stase. Le champ de stase va être détruit et d'autres artefacts vont commencer à péricliter et les champs de stase qui sont aussi autour vont commencer à s'effacer, les artefacts à se détériorer. Troisième son de cloche, là, tellement puissant que même, eh bien, le nécroderme, c'est le métal un peu vivant qui constitue en fait les nécrons, mais même le nécroderme est en train de s'abîmer. Et bien sûr, Trazyn est averti que ça se passe mal, une petite sonnette d'alarme, eh bien, il va être tué 5 fois par simplement ce son de cloche qui résonne, parce que à chaque fois, alors l'avantage de Trazyn, je dis mais tuer 5 fois, comment c'est possible? Parce que Trazyn, en fait, sa particularité, c'est qu'il a des corps de substitution. Donc quand son corps, son enveloppe matérielle est détruite, eh bien il se transfère directement dans un autre hôte. Ça peut être un guerrier nécron, ça peut être un autre individu, où là, bien sûr, il est chez lui, donc il a des corps de substitution, hein, vous voyez, des enveloppes charnelles, enfin pas charnelles, mais des enveloppes mécaniques qui peut changer. Et bien là, 5 quand même détruits. Et ça va continuer comme ça, et la cloche va s'arrêter au 13e battement. 13e battement, elle s'arrête, et la moitié, alors on nous dit la moitié, mais il faut imaginer que Solemnas c'est suffisamment immense pour que la moitié, je pense que c'est vraiment là par contre surgonflé, mais en tout cas une majeure partie de la collection est
détruite, abîmée, les salles sont dans tous les états, parce que ce qui est assez amusant, c'est que Trazyn, il aime reconstituer des batailles. Mais en fait, on n'est pas sur une reconstitution, on est vraiment sur une capture d'une bataille, c'est-à-dire qu'il peut totalement capturer une zone de bataille avec les participants originels et les mettre dans un champ de stase et les mettre comme ça, sur un diorama. Donc il a les plus beaux dioramas de l'univers. Je pense que si vous avez un endroit à visiter dans la galaxie, c'est la galerie de Solemnas. Je pense que c'est l'endroit le plus sympathique. Alors c'est aussi le petit bagage magique, hein. Je sais pas, j'ai pas trop de références, mais vous savez, le petit sac magique, vous l'ouvrez, vous plongez la main à l'intérieur et vous sortez vraiment ce que vous voulez de ce magnifique chapeau. C'est complètement le cas, parce que c'est la réserve totale. Games Workshop fait ce qu'il veut, l'écrivain, l'auteur peut faire vraiment ce qu'il veut. À partir du moment où vous avez cette zone-là, on peut toujours dire que Trazyn, il avait dans sa collection, tiens, Trazyn, il avait dans sa collection, tiens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, ça va être en effet le cas. Alors, Trazyn, se pose la question, se dit, mais pourquoi cette cloche a sonné? Qu'est-ce que cela signifie? Et donc, il se dit que le meilleur moyen de avoir cette information, c'est de se rendre à l'endroit le plus important de la galaxie, ou en tout cas celui où on a le plus d'informations. Ah non, ce n'est pas la bibliothèque interdite, il se rend sur le planétarium. C'est un endroit où une dynastie Nécron, j'ai oublié le nom, je vais regarder, la dynastie Oruscar. La dynastie Oruscar a pour rôle en fait de veiller sur ce planétaire céleste. Eh bien, c'est tout simplement une représentation réelle, au moment présent, de l'ensemble de la galaxie. C'est-à-dire que vous avez vraiment chaque élément de la galaxie qui est représenté sur ce planétaire en temps réel. Donc si une planète vient bouger, à être détruite, etc., ça va se matérialiser sur ce planétaire. Et Trazyn, bon, alors il négocie pour aller regarder ce planétaire, il n'est pas forcément le bienvenu. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il est venu, bizarrement, il y a quelques artefacts magiques qui ont disparu. Donc évidemment, rien ne prouve que c'est Trazyn, mais c'est bizarre. C'est bizarre, depuis des millénaires où il était là, où les artefacts étaient là, il est arrivé, l'artefact disparaît, alors il n'y a aucune preuve évidemment, mais il est quand même un petit peu malvenu. Malgré tout, il va réussir de par diplomatie, on ne sait pas, peut-être qu'il rend quelques artefacts, on ne sait pas trop, mais il réussit quand même malgré tout à arriver sur ce planétaire, et en analysant le planétaire, il va découvrir qu'il y a une petite tache sombre qui apparaît, et que cette tache sombre, c'est sans doute le premier signe avant-coureur que la galaxie va irrémédiablement changer d'une façon drastique. Donc il soupçonne malgré tout que la dynastie Oscurar qui veille sur le planétaire le savait déjà. Malgré tout, eux, ils ont un serment. Ce serment, c'est de ne jamais intervenir. Alors heureusement pour Trazyn et la suite de l'histoire, Trazyn, lui, n'est pas soumis à ce serment. Donc il va essayer de découvrir l'origine de cette petite tache sombre. Alors en y passant un certain temps, on ne dit pas, mais je pense que c'est un temps assez long, il finit par découvrir que l'origine de cette tache noire vient d'une planète, au bord d'une faille warp, qui est connue par l'Imperium comme étant Cadia. Donc là, il se dit, tiens, ça fait des années que je m'occupe à récupérer des artefacts, à être le grand conservateur de la galaxie, et il se dit, tiens, pour s'amuser, est-ce que pour une fois, je ne serais pas son sauveur? Vous voyez? Et c'est ça qui est amusant avec Trazyn, c'est que par simplement un caprice de volonté, il se dit, tiens, si tout simplement j'ai de la galaxie, j'en ai le pouvoir, je peux le faire, pourquoi pas, pour m'amuser. Il faut bien occuper sa vie quand on est immortel à la façon d'un écran, et encore Trazyn l'infini, voilà, on va s'occuper de ça. Donc il réfléchit comment faire. Alors il sait, oui, malheureusement, ce que je vous ai pas dit, c'était que la cloche a aussi, par un malheureux concours de circonstances, éteint tous les guerriers de Solemnas. Ce qui fait que, normalement, il est Trazyn est à la tête de beaucoup de phalanges Nécron, d'une armée colossale, mais coup du destin, pas de chance, la petite sonnette de la cloche, elle a détruit complètement, elle n'a pas détruit, mais elle a parasité tous les guerriers, ou toutes ces forces qui se sont mis en mode reboot, re-réveil, et qui s'endorment, et qui se réveillent à nouveau. Donc il se dit, ça va pas être suffisant. Bon, voilà, les choses sont... Alors après, quand on regarde un petit peu comme ça, on dit « Oh oui, c'est bizarre et tout, c'est un peu fort », mais en fait, il faut essayer de lire quand même une sorte de volonté du destin. Et en fait, quand je vous parlais tout à l'heure du fait que, c'est pas par hasard que le vaisseau est sorti du Warp, a découvert la planète, a envoyé un signal au Mechanicus, que c'est Belisarius Cawl qui l'a récupéré, que Marchemonde est venu voir Belisarius Cawl, que la cloche, du coup, a sonné chez Trazyn et que Trazyn va intervenir. Vous voyez, tout ça, en fait,
fait, ce sont des événements qui peuvent paraître anodins comme ça, mais qui sont en fait tous reliés par une trame du destin. Et là, je pense vraiment qu'on peut dire que la galaxie a un destin, en tout cas, là-dessus. Alors, donc il continue à réfléchir, il se dit, bon, très bien, je peux pas y aller moi-même comme ça, je peux pas y aller tout seul, parce que je vais sûrement pas réussir à survivre. Donc il se dit, bon, très bien, je peux aller demander de l'aide à un seigneur Nécron. Alors il pense bien sûr à notre magnifique ami, j'ai oublié comment il s'appelle, le seigneur des tempêtes. Je sais comment il s'appelle. Imhotep. Donc il se dit, comme il est sous la dynastie d'Imhotep, il peut se dire, tiens, je peux demander à Imhotep, mais c'est que ça va être un petit peu compliqué, qu'il n'aura pas forcément gain de cause, et puis il a peut-être envie aussi d'avoir cette gloire pour lui, puis il se dit aussi qu'Imhotep, il fera peut-être un petit peu autre chose. Donc, autre possibilité, eh bien, il se dit, tiens, je peux utiliser des agents que j'ai dans l'Imperium. Malheureusement, il se dit, aucun n'a vraiment de poids, donc il regarde aussi dans sa collection, puis il se dit, tiens, je pense à une inquisitrice. J'ai une inquisitrice qui pourrait faire l'affaire. Cette inquisitrice a eu un destin assez malheureux, mais c'est bien fait pour elle, parce qu'elle avait bien cette petite tare qu'ont souvent les humains, c'est de persécuter leurs semblables, et elle était vraiment très penchée sur la chose. Donc, comme c'était assez caractéristique, Trazyn l'avait mis dans sa collection, et il se dit, bah tiens, je peux la réveiller, l'utiliser pour arriver à mes fins, et peut-être que si elle ne va pas m'obéir directement, peut-être qu'en la libérant, elle va avoir un impact qui va me permettre d'arriver à mes fins. Et voilà, ça c'est le petit passage sur Trazyn qui est quand même assez intéressant. Donc cette cloche, on nous apprend aussi que c'était une cloche qui était recherchée activement par la Black Legion pour être détruite. Donc Trazyn ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qui lui a donné de la valeur en fait. Il s'est dit, si Abaddon et la Black Legion tient absolument à détruire cette cloche, eh bien c'est sans doute qu'elle a un élément important. Donc elle avait aucune caractéristique extérieure notable, mais voilà. Maintenant, eh bien, bien sûr, on peut en déduire que cette cloche en fait annonce tout simplement les croisades noires de la Black Legion. C'est magique, c'est comme ça, mais voilà, et c'est pour ça que eh bien, la Black Legion a envie de la récupérer pour pas dire hey, les gars, on arrive bientôt, la ding ding ding, attention, on arrive. Donc voilà pourquoi il voulait la récupérer, voilà ce qui a averti Trazyn, et puis Trazyn va sortir de sa manche un inquisiteur, on verra un petit peu par la suite lequel c'est. Et la suite après, ça se déroule avec Phalanx. Alors Phalanx, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand vaisseau de la flotte des Imperial Fist. Certes, c'est leur monde chapitral, leur vaisseau chapitral, mais c'est aussi un des plus grands vaisseaux, si ce n'est, je pense, le plus grand vaisseau de l'Imperium encore en activité. Cette merveille est au-dessus de Terra et c'est justement un des points de défense primordial de Terra. Donc, comme les Imperial Fist ne se sentent pas forcément menacés au sein du segmentum solar et surtout en orbite de Terra, eh bien, ils peuvent se permettre de laisser peu de garnison dans le vaisseau Phalanx, parce qu'ils disent que de toute façon, s'il y a une attaque, eh bien, la flotte du segmentum solar sera a priori suffisante, ou en tout cas permettra de temporiser, et du coup, l'effectif est réduit. Mais c'est sans compter l'ami Be'lakor. Et oui, là, on a Be'lakor qui intervient dans Gathering Storm. Vous voyez que c'est vraiment... Alors, c'est un petit peu le... J'allais dire le regroupement un petit peu de toutes les stars de Warhammer 40 000, mais quand c'est bien fait comme ça, honnêtement, moi je trouve ça vraiment agréable. Pourquoi Be'lakor va intervenir? Be'lakor, c'est l'ennemi d'Abaddon. Ils se jaugent l'un l'autre, c'est à qui fera le plus de dommages au sein de l'Imperium, qui sera l'élu des dieux. Et Be'lakor, il sait que justement Abaddon a lancé sa 13e croisade noire et il se dit je vais éclipser sa gloire auprès des dieux sombres tout en attaquant Terra elle-même. Son but, attaquer Phalanx, prendre le contrôle de Phalanx et attaquer l'Imperium, voire détruire peut-être le palais impérial, que sais-je, il y a beaucoup de choses là-dessus, en tout cas, c'est pas expliqué plus que ça. Et comment il va le faire? Alors ça par contre, c'est le côté un petit peu magique, incredible, unbelievable. C'est Yen Firewarp qui apparaît dans une partie de Phalanx. Et de là, il se déverse avec toutes ses forces, avec les Iron Warriors. Voilà. Et bah, là j'avoue que c'est le... je sais pas, je pense que ça manque d'un petit, peut-être que quelque part dans le lore, il y a une petite description avec un artefact, avec une lueur noire, enfin bon, en gros, une boîte spéciale que Be'lakor a posée là, et que dans une salle des reliques des Imperial Fist de Phalanx, il y a cette boîte-là, ils savent pas à quoi elle sert, mais c'est un élément précieux du chapitre, donc il la garde là, et en fait, c'est une sorte de Firewarp miniature, etc. Enfin,
ça manque d'une petite explication parce que là on nous dit simplement que eh bien, une Fire Warp s'ouvre à l'intérieur de Phalanx et puis c'est l'assaut des Iron Warriors et puis de Be'lakor. Bon, on admet, tac, ça passe, donc là, attaque au sein de Phalanx, évidemment, qui va être à la tête de Phalanx? Eh bien, c'est Kor Karadon. Kor Karadon sait que la défense va être très difficile, pourquoi? Parce que les Iron Warriors ont cette capacité de corrompre en fait les défenses, et tout ce qui est défense de Phalanx commence eh bien, à se retourner contre les défenses, c'est-à-dire contre les Imperial Fist. Alors, là aussi, ce qu'il faut noter, c'est que le combat n'est pas extrêmement détaillé. On sait simplement qu'au fur et à mesure, eh bien, Kor Karadon essaie vraiment de faire le plus possible de défense. On sait que les Imperial Fist, enfin, si on a d'un côté Iron Warrior et de l'autre côté Imperial Fist, hein, vous savez, c'est les deux légions qui sont vraiment à l'opposé et qui vont s'affronter sur le siège. Donc, évidemment, qu'est-ce qui pouvait mieux tomber que ces deux légions ensemble, voilà. Donc, Kor Karadon va faire le maximum, mais il sent que l'avance de Be'lakor est inarrêtable. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de renfort. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu étonnant, c'est qu'on peut se demander pourquoi, eh bien, Phalanx se fait attaquer de l'intérieur, pourquoi il n'y a pas des milliers de vaisseaux qui viennent tout de suite donner leur renfort. Là, ça va vraiment se passer que entre Phalanx et que entre Be'lakor et les Iron Warriors. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Hein. Quand même, en orbite de Terra, si on ne peut pas avoir de l'aide, je vais dire, voilà. Donc, ça se passe vraiment pas bien pour les Imperial Fist. Au fur et à mesure, l'avancée de Be'lakor est inarrêtable parce que lui a tout le temps des renforts vis-à-vis du Warp. Et la décision, tout simplement, de Kor Karadon, c'est simplement de dire on va utiliser les armes de Phalanx contre Phalanx et amputer cette tumeur qui est en train de ranger notre forteresse. Donc, à contre-cœur, bien évidemment, il demande à ce que les lances spatiales tirent sur la structure même de Phalanx. Alors, il faut imaginer que Phalanx, c'est vraiment énorme. Donc, c'est très facile. C'est pas comme si vous avez un seul vaisseau, il ne peut pas trop se tirer sur lui-même. Là, on a vraiment des bonnes capacités de cibler Phalanx elle-même. Et vous avez toute la partie dans laquelle il y avait les forces d'Iron Warrior, où il y avait Be'lakor, qui se fait exciser, tout simplement, et qui tombe en flammes vers Terra. Donc, on imagine que les défenses orbitales de Terra la détruisent, que la rentrée dans l'atmosphère, ça la détruit, etc. En tout cas, on n'en saura pas beaucoup plus sur cette partie-là. Et c'est dommage parce que si, par exemple, vous avez envie de faire un petit peu de lore ou quoi que ce soit, vous pouvez totalement imaginer que cette partie-là, en fait, s'est retrouvée dans une Fire Warp, a été absorbée et réapparaît autre part et devient une sorte de base opérationnelle des Iron Warriors. Vous voyez, ça c'est du fluff gratos que je vous donne, mais qui se rattache au fluff global, et comme ça vous pouvez créer votre propre légion d'Iron Warrior avec des symboles un petit peu de Phalanx, etc. Enfin, vous imaginez ça, mais ça peut faire aussi un socle de présentation. Vous jouez Army on Parade, enfin vous avez envie d'avoir une armée thématique Army on Parade, pardon, c'est pour dire Iron Warrior, mais voilà, Iron Warrior dans Phalanx, etc. C'est parfaitement cohérent. Bon. Petite parenthèse mise à part, on revient sur le combat. Donc Be'lakor, eh oui, n'a pas été pris à ce piège-là et a réussi malgré tout à rester au sein de Phalanx. Malgré tout, les défenses en fait s'amenuisent et puis Be'lakor continue son avancée. Donc là, la seule solution, l'extrême recours qu'a Kor Karadon, c'est de se dire on va s'éloigner de Terra pour ne pas offrir Phalanx directement à Be'lakor pour qu'il puisse l'utiliser contre Terra. Donc ce warp, alors on se rappelle aussi que normalement pour faire un saut warp, il faut être sur les points de Mondeville qui sont des zones très précises. Bon, après on peut aussi imaginer que Phalanx, avec sa technologie spéciale, il a une section de téléportation, quelque chose comme ça. Bon, là, j'avoue qu'il y a quelques petites fissures un petit peu dans les choses, mais malgré tout, après, je les mets de côté. Moi, j'ai du mal à les mettre de côté, je sais que certains aussi ont du mal à les mettre de côté, donc on en parle pour dire que non, je ne me voile pas la face sur cette partie-là, mais on met ça de côté parce que le reste est vraiment sympathique. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer au sein du Warp? Eh bien, forcément, ça va renforcer les pouvoirs de Be'lakor, et étant donné qu'il y a cette translation Warp, Be'lakor s'en trouve renforcé, et il va attaquer au fur et à mesure. Le dernier carré de Kor Karadon va se faire dans la salle où il y a des statues des derniers grands maîtres Imperial Fist, des maîtres de chapitre, et il se dit, tant qu'à mourir, autant montrer à nos aïeuls que nous avons lutté le plus courageusement possible, et puis ça va renforcer la volonté de mes guerriers. Donc le dernier carré est là, on sent que Phalanx va tomber, ce n'est qu'une question de secondes, Be'lakor arrive, il s'oppose directement à Kor Karadon. Garadon, pardon, je dis Caradon, mais c'est Garadon, Kor Garadon, et c'est la fin de Phalanx. Phalanx va être capturé par Be'lakor, et
dans une lumière aveuglante, tout d'un coup, on a la Légion des damnés. Et ouais, la Légion des damnés, si vous ne connaissez pas, c'est une légion de Space Marine un petit peu éthérée, nimbée de flammes, qui surgit dans les plus graves moments, les heures les plus sombres de l'Imperium. Ils arrivent, ils sont là et ils viennent prêter main forte, alors qu'aucun renfort n'était possible pour les Imperial Fist, qui n'étaient plus qu'une poignée. Eh bien, la Légion est là et vient prêter main forte. Donc, ce retournement de situation, le fait que Be'lakor se trouve pris en étau, eh bien, va renverser la balance. Autre chose, eh bien, la Légion a aussi un pouvoir, c'est qu'elle va diminuer l'emprise de Be'lakor sur le Warp. Leur présence même est un anathème à Be'lakor et il ne peut plus amener de renfort. Les démons se trouvent affaiblis et Be'lakor finit par succomber il finit par être vaincu, mais bon, vous savez, il repart dans le Warp, etc. On va pas vraiment tuer un personnage, hein, donc voilà. Il finit par être banni par tout simplement le coup de gantelet, l'uppercut de Kor Garadon. Le fait est que la Légion, normalement, disparaît dès qu'elle a vaincu l'adversaire, dès qu'elle a réussi à infléchir la bataille, elle disparaît. Mais cette fois-ci, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle ne disparaît pas. Elle reste dans cette chambre-là, donc ça crée une zone vraiment de malaise. Hein. Aucun Imperial Fist n'ose, alors pour des guerriers qui ne connaissent pas la peur, aucun Imperial Fist n'ose leur adresser la parole, même Kor Garadon hésite et ne réussit pas à aller au-delà de sa crainte, sa peur. Alors, je ne sais pas comment on le plaît, parce qu'il ne connaît pas la peur, donc je ne sais pas, mais en tout cas, il n'ose pas. Et simplement, il les voit, ils sont là, et alors qu'il se dit, bon, nous devons retourner sur Terra ou dans les chantiers orbitaux de Mars pour réparer Phalanx, afin qu'elle puisse être pleinement opérationnelle, eh bien, quelque chose au fond de lui dit que le rôle de Phalanx n'est pas encore terminé et que ce n'est pas pour rien que la Légion est apparue. Et bien sûr, coup du destin, il capte le message astropathique qui a été envoyé par Ursakar Creed de Cadia. Cadia a besoin des défenseurs de l'Imperium et Phalanx a capté ce message parce que justement, elle est dans cette zone très spécifique qui a pu projeter le signal. On ne sait pas si d'autres forces ont capté le signal, mais en tout cas, le fait est que le destin de Phalanx était de capter ce message à ce moment-là. Et malgré les avis contraires de tous les Imperial Fist qui sont, on n'est plus qu'une poignée, je crois qu'ils se disent qu'à un moment ils sont 48, plus Kor Garadon, mais ils sont juste là et ils se disent on va quand même accomplir notre destin. Le destin de Phalanx, c'est de protéger Cadia. Cadia, c'est un élément extrêmement important de l'Imperium. Nous ne pouvons pas simplement masquer ce signal et faire comme si on n'avait pas entendu. Et donc, il ordonne à Phalanx de se diriger vers Cadia. Et à ce moment-là, donc, il regarde en direction du sergent de la Légion des damnés, il lui fait simplement un signe de tête et il disparaît. Et vous voyez, ça c'est un moment que je trouvais génial. Ça c'est vraiment super sympa. C'était la volonté de la Légion des damnés. La Légion des damnés, c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, mais simplement, ils sont là dans les pires moments des heures de l'Imperium. Et là, ils étaient là pour donner l'énergie, ou en tout cas donner le signe pour il faut aller défendre Cadia. Le rôle de Phalanx est extrêmement important. Et vous voyez, en fait, ce qui est aussi amusant, c'est que le destin s'est joué de Be'lakor, parce que Be'lakor venait pour contrer les plans d'Abaddon, et au final, c'est cette action-là qui a fait que Phalanx s'est téléporté, a fait un voyage warp, un saut warp, et va aller défendre Cadia. Donc c'est l'action de Be'lakor qui va contrebalancer justement les actions d'Abaddon. Donc voilà, je trouvais ça vraiment super. Et je vous avoue que quand j'ai lu ce passage-là, c'est un passage que j'avais oublié. Hein. Je ne me rappelais plus qu'il y avait l'attaque de Be'lakor sur Phalanx. Alors maintenant, évidemment, oui, je me rappelle. En plus, c'est pas comme si je l'avais joué en rapport de bataille, hein, mais c'est vrai que c'est ce qui me fait plaisir en fait à relire et à partager ça avec vous, c'est que je me replonge dans Gathering Storm, je me remets à jour vis-à-vis de tout ça, et c'est vrai que c'est assez important avec tout ce qui peut arriver dans la suite, en V10, etc. Donc je suis vraiment super content de le partager avec vous. Voilà, donc pas beaucoup plus de conclusions, pas que la vidéo soit super longue, puis de toute façon on a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce roman, dans ce supplément de campagne. Mais vous voyez, là il s'est passé quand même vraiment beaucoup de choses. On a eu Belisarius Cawl, on a eu Trazyn l'Infini, on a eu Be'lakor, Phalanx, etc. Et pour le temps,
j'ai pas énormément avancé dans l'aventure. Donc c'est ce qui me plaît. Il n'y a pas, encore une fois, je répète, je radote, ok, je radote, mais 20 pages de blabla, de je te tire dessus, je te pars avec mon épée magique, etc. Là, on est vraiment sur des faits historiques, ça avance. Et c'est génial, j'adore ça. Voilà. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous avez les vidéos en avance sur Tipeee, sans publicité, et aussi en version podcast. Voilà, et puis ça me permet aussi de continuer à vivre. Vous le savez, je répète à chaque fois. Mais bon, n'hésitez pas aussi à aller regarder la playlist si vous avez été quand même jusqu'à cette vidéo sans avoir regardé les autres vidéos sur Gathering Storm. Et ben voilà, peut-être que ça vous a donné envie, j'espère que ça vous a donné envie d'aller regarder la playlist sur Gathering Storm. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, on verra, ça dépend de l'actualité. Mais en tout cas, à bientôt. Salut à tous.